Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette conférence sur la pollution et la santé. Je me présente, Raphaël Desfontaines, je suis correspondant territorial pour Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, donc la structure agréée pour la surveillance de la qualité de l'air. Donc très heureux de participer à la modération de cette conférence qui s'annonce très intéressante. Donc on va être ensemble pour environ 1h30, on va échanger sur différents points dont j'y reviendrai pendant 1 heure et puis après on aura une demi-heure pour les échanges. Donc avec nous aujourd'hui pour parler pollution et santé, j'ai le plaisir d'accueillir nos 4 invités. Donc à ma gauche, Claire Philippa, bonjour. Donc vous êtes chargée de recherche en épidémiologie environnementale à l'INSERM et vous coordonnez notamment des projets de recherche financés par l'ANSES et l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche. Pierre Athanase, bonjour. Donc on se connaît bien, on travaille ensemble sur les sujets locaux. Vous êtes vice-président à la métropole de Lyon, délégation environnement, santé, bien-être en ville, également prévention des risques et puis d'autres. Je ne vais pas tout lister, il y en a de nombreuses. Merci d'être présent aujourd'hui. Marion Leroutier, vous êtes enseignante-chercheuse en économie de l'environnement au CREST et à l'École nationale de statistique et administration. Et vous travaillez notamment sur les coûts économiques de la pollution de l'air. Et puis enfin, François-Olivier Baudot, bonjour. Donc vous êtes chargé d'études en économie à la Caisse nationale d'assurance maladie et également chercheur associé au laboratoire Erudite. Et vous travaillez sur les sujets de santé au travail et santé environnementale. Donc aujourd'hui, nous allons aborder différentes thématiques. La première, ça va être de faire un petit panorama sur la pollution pour mieux comprendre qu'est-ce que la pollution et quels sont du coup les enjeux, les responsabilités, les sources et aussi les tendances pour savoir où on en est et voilà, comment on peut traiter ce sujet. Dans un deuxième temps, on va parler de la connaissance des effets de l'exposition à la pollution et notamment son coût pour la société. Ensuite, il y aura une troisième partie pour traiter des défis, pour mieux comprendre en fait l'exposition et la vulnérabilité des populations. Et puis enfin une quatrième partie, avant de conclure, sur quelle politique publique en fait mettre en place pour protéger les populations. Donc voilà, pour peut-être contextualiser, la pollution de l'air, la pollution de manière générale, c'est un sujet qui est de plus en plus suivi, notamment sur le territoire de l'agglomération lyonnaise. On a vu des débats, des discussions au sujet notamment des politiques publiques, les zones à faible émission, des révélations aussi sur les émissions de polluants dits éternels, les PFAS. Donc voilà, un contexte mouvant, en pleine évolution. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir tous ensemble mieux appréhender ces enjeux-là et les liens entre la pollution et la santé. Donc pour démarrer, je vais donc passer la parole à Claire pour peut-être nous faire un premier état des lieux, un premier panorama sur les polluants chimiques de manière générale. Déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de polluants chimiques? Quelles en sont les sources? Et puis enfin, si vous pouvez nous donner des informations sur l'évolution de cette pollution de façon générale en France ces dernières années. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, alors polluants chimiques, c'est un terme assez large qui englobe un grand nombre de substances. Schématiquement, on peut dire que c'est des substances qui sont plutôt produites par l'homme et par l'industrie, même si on peut avoir des substances chimiques produites lors des feux de forêt, par exemple. Et ces substances, elles vont se retrouver dans notre environnement et sont suspectées ou ont des effets avérés sur la santé humaine ou animale. Donc ces substances, les sources d'exposition, elles sont assez larges. On peut être exposé par l'eau ou l'alimentation qu'on consomme, soit parce que la chaîne alimentaire elle est contaminée par ces composants, soit par la façon dont on va préparer nos aliments ou les conserver. On peut être exposé aussi par l'air ou les poussières qu'on respire ou qu'on ingère. Et puis on peut être exposé aussi par tout ce qui est en contact avec notre peau, notamment les produits de soins et cosmétiques ou certains textiles.
Donc, ce que j'ai dit, c'est voilà, un terme qui englobe un grand nombre de substances avec des structures chimiques différentes. On peut citer quelques noms ou grandes familles. On a par exemple des métaux lourds comme le plomb, le cadmium ou le mercure. Hein, le plomb qui a été interdit d'abord dans l'essence et puis ensuite dans les peintures du fait d'effets sur le neurodéveloppement des enfants. On a certains pesticides ou herbicides, des composés utilisés comme plastifiants. On a beaucoup parlé des bisphénols, notamment le bisphénol A qui a été interdit en 2015 dans les contenants alimentaires. Et puis, effectivement, en 2025, on a beaucoup aussi parlé d'une famille qui s'appelle la famille des PFAS, aussi appelée composés éternels, et qui ont été très utilisés dans l'industrie pour leur propriété à la fois de repousser les huiles et l'eau. Donc on en retrouve dans beaucoup de produits de consommation courante, dans notre environnement et dans nos organismes. Et pour ce qui est de l'évolution, pour la dernière partie de la question, en fait, schématiquement, historiquement, les polluants chimiques générés ou utilisés par les industries, ils avaient ce qu'on appelle une longue demi-vie, c'est-à-dire qu'ils étaient rémanents à la fois dans l'environnement et dans nos organismes. Et puis, pour des raisons d'effet sur la faune ou la santé humaine, ces composés, ils ont été partiellement interdits. Et souvent, les industriels tendent à remplacer ces substances par des substances qui ont des plus courtes demi-vies, avec l'idée que normalement, ils devraient être plus rapidement éliminés de notre organisme et limiter les effets sur la santé. En pratique, ça marche moyennement bien parce que, comme on est continuellement exposé à ces substances, on en retrouve tout le temps. Mais schématiquement, on peut dire les composés un peu plus anciens, longue demi-vie, problématique de rémanence dans l'environnement, remplacés par des composés à plus courte demi-vie qui ne règlent pas complètement le problème. D'accord. Et du coup, la demi-vie, c'est quoi? C'est le temps de séjour des polluants dans l'organisme, si on peut le caricaturer comme ça? Alors la demi-vie, ça va être la capacité de l'organisme à éliminer la moitié de la dose ingérée, et elle est de l'ordre de plusieurs années pour les composés des PFAS et de quelques jours pour les composés de la famille des phtalates ou des bisphénols. Très bien, merci beaucoup pour ces éléments. Peut-être maintenant, pour avoir un focus plus spécifique sur la pollution atmosphérique, je vais laisser la parole à François Olivier. Même question, hein, de quoi parle-t-on quand on parle de polluants atmosphériques et quelles sont les sources et l'évolution en France ces dernières années? Oui. Alors effectivement, la pollution de l'air, comme pour la pollution chimique, en fait, c'est un mélange de plein de polluants. Assez complexe, donc ça va être des particules en suspension dans l'air, ça va être des gaz, et en fait la nature de ces polluants dépend de la source d'émission. Donc il y en a qui sont d'origine naturelle, mais enfin en grande majorité c'est des sources anthropiques, c'est émis par l'activité humaine, et donc on va retrouver, alors les principales sources, ça va être le chauffage domestique, les transports, notamment les moteurs à combustion, ça va être l'agriculture, ça va être l'industrie. Donc les principaux polluants qu'on retrouve aujourd'hui dans l'air en France, ça va être les particules fines, donc qui sont émises principalement par les chaudières, donc chauffage, et par les transports. On va retrouver du dioxyde de soufre qui est émis par l'industrie, même si on a une franche amélioration ces dernières années à ce niveau-là, et les oxydes d'azote qui sont émis par les moteurs à combustion. Et puis un cas un peu particulier qui est celui de l'ozone, qu'on retrouve aussi beaucoup, et qui, la spécificité de l'ozone, c'est qu'il n'est pas directement émis par les activités humaines. En fait, c'est ce qu'on appelle un polluant secondaire, c'est-à-dire qu'il est émis, enfin, il est produit par réaction de certains polluants avec les rayons UV du soleil. Ce qui complique un petit peu la lutte aussi contre ce polluant. Et donc la pollution en France, elle est suivie par ce qu'on appelle les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, qui vont mesurer pour chacune des régions, qui ont des stations de mesure qui permettent de suivre ça, et les données remontent au niveau national et sont utilisées dans des modèles qui permettent de prédire un petit peu en avance la qualité de l'air. Et ce que ça montre, c'est qu'il y a une dispersion des polluants qui est importante, mais qui en fait qui masque pas mal de disparités. Alors quand on regarde dans l'ensemble, il y a des normes qui sont fixées par l'Organisation mondiale de la santé, et ce qu'on voit, c'est que 100% du territoire dépasse les normes de l'OMS pour les particules fines et pour l'ozone. Ça veut dire qu'on est tous exposés à une qualité de l'air qui est mauvaise selon ces normes de l'OMS. Maintenant, il y a d'autres normes, notamment des normes européennes, qui, elles, sont un petit peu moins strictes. Et on voit qu'il y a certaines zones qui vont dépasser fréquemment ces normes et d'autres qui sont moins atteintes. Et en fait, il y a des disparités très importantes dans le territoire. Et évidemment, on voit qu'il y a certains polluants qui vont se concentrer dans certaines régions. Et notamment, un exemple frappant, c'est celui du dioxyde d'azote, qui est lié donc au transport. Et donc, on voit très concentré dans le centre-ville et sur les grands axes routiers. Et donc en particulier à Paris, en particulier à Lyon, on a des dépassements fréquents de ces normes. Donc on voit qu'il y a des disparités très importantes sur le territoire.
avec des dépassements de normes dans certains endroits. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plutôt une amélioration ces 20 dernières années, qui est très nette pour le dioxyde de soufre, qui est assez nette aussi pour les particules fines et pour les oxydes d'azote. Là où la situation est un petit peu moins positive, c'est sur l'ozone, où là on a plutôt une stagnation, voire une augmentation ces dernières années. Oui, effectivement, c'est les éléments qui me parlent, puisque du coup, on réalise la surveillance sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, j'aime bien dire qu'il y a entre 2 et 3 fois moins d'épisodes de pollution qu'il y a 15 ans sur le territoire de l'agglomération lyonnaise, donc c'est assez tangible, les améliorations. Néanmoins, comme vous l'avez dit, effectivement, par rapport à ce qui est recommandé pour la santé, on respire encore, malheureusement, tous un air trop pollué. Donc, merci à vous deux pour ces premiers éléments, pour faire un premier point, un point panorama, pour poser un peu le décor sur la pollution de manière générale. Maintenant, je vous propose de passer au second point et de discuter un petit peu de la connaissance des effets de l'exposition à ces polluants et du coût en fait associé pour la société. Et notamment réfléchir comprendre en fait comment les chercheurs étudient ces questions. Donc Claire, sur les polluants chimiques, encore vous, peut-être nous parler de niveau de preuve variable, de période de susceptibilité. Quels sont ces concepts? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les méthodes, vos travaux? Alors, la question est large, mais effectivement, alors, moi je travaille en épidémiologie environnementale, donc on va travailler chez l'humain, contrairement à d'autres scientifiques qui peuvent évaluer les effets sur la santé en se basant sur des modèles cellulaires ou animaux. Et comment on étudie ces effets sur la santé en suivant des populations qu'on appelle des études de cohorte. Alors nous, on travaille plus spécifiquement sur le suivi, le recrutement de femmes enceintes et d'enfants, avec l'hypothèse que pendant la vie fœtale et la petite enfance, on est potentiellement plus sensible aux effets de ces polluants pour différentes raisons. On a mis en évidence que les polluants chimiques étaient capables de passer la barrière placentaire, donc le fœtus est bel et bien exposé pendant la grossesse. Et puis pendant la vie fœtale et la petite enfance, il y a plein de processus qui se mettent en place, la mise en place des organes. Et c'est des périodes pendant lesquelles une petite, dysfonctionnement de ces processus peut avoir des effets à la fois sur la santé de l'enfant à la naissance, mais aussi sur la santé à l'âge adulte. Donc on peut vraiment avoir des effets long terme. Et donc à partir de ces études de cohorte, on va recueillir des échantillons biologiques qui vont nous permettre de doser l'exposition. On va doser les bisphénols dans les urines, les PFAS dans le sang pour évaluer les niveaux d'exposition qu'on va mettre en lien avec la santé de l'enfant. Donc ces types d'études, ce qu'elles ont pu mettre en évidence sur les effets sur la santé, si on reste sur l'exemple, par exemple, des PFAS, ces polluants éternels, donc on a des effets très larges. On peut avoir des effets notamment sur l'augmentation des risques de cancer, avec certains PFAS qui ont été classifiés par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, comme cancérigènes probables ou certains. On a aussi des effets sur le système immunitaire, qui est le premier système de défense face aux infections, donc très important. Et puis, certains de ces polluants chimiques, ils ont aussi la capacité d'être des perturbateurs endocriniens. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont affecter le fonctionnement de ce système endocrinien, qui est finalement le système hormonal, qui est impliqué dans un grand nombre de fonctions de l'organisme, notamment la reproduction, la croissance, le métabolisme, et puis le neurodéveloppement. Donc, on s'attend à des effets sur l'ensemble de ces aspects de la santé. Et donc en termes de coûts, effectivement, de plus en plus, maintenant ce qu'on essaye, là c'est plus moi, c'est plutôt les économistes, ce qu'on essaye d'évaluer, c'est quel est le coût pour la société de ces polluants chimiques. Donc pour ce faire, en fait, on évalue déjà quels sont les effets sur la santé, et à partir de là, on est capable de monétariser ces effets en prenant en compte à la fois les coûts directs, qui vont être les coûts d'hospitalisation, les coûts de traitement, et puis les coûts indirects d'absence au travail, par exemple. Et donc ces coûts pour les polluants chimiques, qui sont probablement sous-estimés, parce qu'on ne connaît pas l'effet sur la santé de l'ensemble de ces polluants chimiques, mais ils sont non négligeables, de l'ordre de, les dernières estimations, c'était de l'ordre de 1% du PIB européen. Et ces chiffres, ils sont importants, notamment quand, en tant que scientifique, on discute avec les politiques publiques, les politiques ou les industriels. Parce que souvent, un des arguments des industriels pour ne pas réglementer ou limiter la réglementation de ces substances chimiques, c'est que ça coûte cher de maintenir ces substances sur le marché. Et ce qui est intéressant avec cette évaluation des coûts, c'est de montrer que, finalement, maintenir des substances néfastes sur le marché a aussi un coût, à la fois pour les systèmes de santé et les politiques publiques. Bien, merci pour cette réponse complète. Maintenant, peut-être pour avoir un focus plus spécifique sur la pollution atmosphérique, et du coup, à partir de ces travaux sur
ces résultats, de ces études d'épidémiologie, comment on peut élargir justement au niveau des études économiques et étudier le coût de cette pollution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, François-Olivier, un petit peu le process? Ouais. Alors déjà sur la pollution de l'air, bon, ça rejoint ce que vous dites sur la pollution chimique. On sait qu'il y a des effets qui sont très larges sur la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est le premier risque environnemental pour la santé humaine, ce qui représente à peu près la pollution de l'air extérieur, 4,5 millions de décès par an, donc c'est absolument considérable. Et on sait, alors il y a à la fois beaucoup d'études et encore beaucoup de méconnaissances sur le sujet, mais on sait que la pollution de l'air va affecter la santé par des moyens variés. Notamment, ça va affecter la coagulation, ça va affecter les capacités immunitaires, ça va affecter aussi les processus inflammatoires dans l'organisme. Et donc ça fait que ça va avoir des impacts très, très variés sur l'organisme. On peut différencier un petit peu pour schématiser des effets à court terme et des effets à long terme. Donc à court terme, on peut avoir une irritation des yeux, une irritation des voies respiratoires. On va avoir une exacerbation de problèmes déjà existants, par exemple des crises d'asthme. Et ça, c'est des phénomènes qu'on peut observer lors d'épisodes de pollution. Ensuite, il y a des effets à plus long terme qui, eux, vont être... finalement, c'est une pollution latente qui va être responsable, alors selon Santé publique France, de 40 000 morts par an en France. Donc c'est beaucoup plus insidieux parce qu'on ne ressent pas immédiatement les symptômes. Mais par contre, sur le long terme, ça peut avoir des effets. Donc là, on sait que ça peut jouer sur le risque de cancer des voies respiratoires, sur les maladies cardiovasculaires. Et aujourd'hui, il y a certaines études qui montrent que même sur des pathologies qu'on n'aurait pas imaginées au premier abord, je pense en particulier à des maladies endocrines comme le diabète, sur la santé mentale, on voit qu'il peut y avoir des effets de la pollution. Alors les populations les plus vulnérables à ça, c'est comme pour la pollution chimique, ça va être les jeunes enfants et les personnes âgées, et également les femmes enceintes et leurs fœtus. Il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent que ça va jouer sur le développement fœtal, sur la santé de la mère et sur des paramètres à la naissance. Ça peut augmenter le risque de prématurité et augmenter le risque de décès à la naissance. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a un lien entre cette vulnérabilité et le niveau socio-économique. On sait que, il y a des études qui montrent en tout cas que les fœtus ne sont pas affectés de la même façon en fonction de la profession des parents. Donc ça rejoint vraiment des études en santé environnementale qui montrent que plus on appartient à une catégorie socio-professionnelle défavorisée et plus on va être sensible à la pollution. Sachant qu'il faut différencier les différences d'exposition et les différences de vulnérabilité. Et dans le cas de la pollution de l'air, on sait que les personnes qui sont les plus exposées à la pollution de l'air sont celles qui appartiennent aux déciles de revenus les plus faibles et également aux déciles de revenus les plus élevés. Ça veut dire qu'il y a une courbe en U, donc concrètement, ça veut dire que c'est les personnes qui ont des revenus intermédiaires qui vont être plutôt moins exposées. En revanche, on sait qu'à un niveau de pollution équivalent, les personnes qui sont les plus défavorisées vont être les plus vulnérables à cette pollution. Voilà, donc ça pose un ensemble de questions. Une fois qu'on voit cet effet sur la santé, effectivement, on a envie en tout cas quand on est économiste, on a envie de voir combien ça coûte. Effectivement, c'est ce que vous avez dit, c'est aussi de dire, bon, si on lutte contre la pollution, qu'est-ce qu'on peut attendre aussi comme bénéfice monétaire ? Alors, il y a de nombreuses façons d'évaluer les coûts. On peut effectivement évaluer les pertes de productivité, on peut évaluer les pertes de vie humaine et essayer de les monétariser. C'est vrai qu'à l'assurance maladie, on a une approche qui est plus restrictive, où on s'intéresse vraiment à la partie de dépenses de santé strictement. Et il y a différentes façons d'estimer cet impact. Donc c'est vrai que traditionnellement, je pense qu'en épidémiologie, beaucoup, il y a une approche qui part des pathologies, c'est-à-dire qu'en fait, pour une pathologie, on va essayer d'estimer la part de la maladie qui provient de l'exposition à la pollution de l'air, et dans un second temps, on va faire un chiffrage monétaire. C'est une approche, c'est vrai que une spécificité de la pollution de l'air, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une attribution non aléatoire. Ça veut dire que la pollution de l'air, elle n'est pas répartie de façon aléatoire sur le territoire, et en fait, elle va être corrélée à des caractéristiques des individus. Par exemple, vous avez plus de pollution en centre-ville, mais les centres-villes, c'est également là où vivent les personnes qui ont les revenus les plus importants et donc qui potentiellement sont en meilleure santé. Donc en fait, ça, c'est des choses à prendre en compte. Et donc en économie, on a vraiment envie d'avoir la part causale de l'effet, ce qui vient vraiment de la pollution. Alors, on utilise ce qu'on appelle des méthodes quasi-expérimentales. Ça vient du fait que quasi-expérimental, c'est qu'on essaye de reproduire mathématiquement des conditions expérimentales.
Alors ça paraît un peu abstrait dit comme ça, mais voilà, disons que dans une situation où on n'est pas capable de faire une expérimentation, on va essayer de reproduire ces conditions. Et pour vous donner un chiffre, il y a une étude récente qui a été faite, qui a été publiée cette année et qui étudie les effets de la pollution de l'air en France sur les dépenses de santé et qui montre que cette pollution serait responsable entre 6,5 et 8,5 milliards d'euros par an. Donc c'est considérable, ça représente, pour vous donner un ordre d'idée, les dépenses de santé en France, c'est environ 250 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'on est autour de 3% des dépenses de santé qui viendraient de la pollution de l'air. Donc voilà, c'est vraiment considérable. Effectivement, oui. Merci pour ces éléments. Peut-être poursuivre et élargir au coût sociétal avec Marion. Quels sont les effets en termes sur l'économie, sur la formation du capital humain? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ces notions? Oui, en effet. Donc merci pour cette question et bonjour à tous. Donc c'est vrai qu'en tant qu'économiste, on peut se demander légitimement, qu'est-ce qu'on vient apporter par rapport notamment aux sciences médicales sur le fait de quantifier les coûts associés à la pollution atmosphérique et aux différentes sources de pollution. Et un aspect très important de ces pollutions, c'est qu'elles vont non seulement affecter la santé physique, mais il y a aussi des preuves croissantes du fait que, par exemple, l'exposition aux particules fines va aussi affecter la cognition des individus. Et la conjugaison finalement de ces effets sur la santé physique, donc une augmentation de la prévalence de l'asthme, des problèmes respiratoires et des effets plus cognitifs, vont à un moment donné affecter des indicateurs considérés davantage comme stricto sensu d'ordre économique. C'est-à-dire, par exemple, il y a un nombre croissant d'études qui montrent que des travailleurs qui sont exposés à un air pollué vont être moins productifs sur leur lieu de travail, avec des conséquences directes et immédiates sur la valeur ajoutée, le PIB, etc. Donc ça devient... c'est à la fois une façon un petit peu alternative de donner une mesure monétaire au coût de ces pollutions, en essayant de voir à quel point elles vont affecter le secteur productif, donc l'économie. Et puis, c'est en fait un élément de coût qu'il faut aussi ajouter à tous les coûts que représente cette pollution, notamment pour le système de santé. Donc pour vous donner un exemple concret, en revenant à cette étude que François-Olivier a mentionnée, c'est l'étude de Julia Milk, c'est ça? Oui. Voilà, donc cette étude qui parle d'un coût de l'exposition à la pollution qui équivaut à peu près 7 milliards d'euros par an, c'est vraiment basé sur à quel point les personnes qui vont être exposées à un air plus pollué vont aller davantage chez le médecin, aller davantage aux urgences, avoir plus de dépenses de médicaments liés aux pathologies associées à la pollution de l'air. Donc on parle vraiment ici d'un coût qu'on pourrait dire stricto sensu sanitaire. Mais du fait même que ces individus vont être en plus mauvaise santé, ils vont également, dans leur comportement de travailleurs, de salariés, être moins efficaces. Et donc, moi, par exemple, j'ai conduit une étude qui vise à mesurer à quel point l'exposition aux particules fines en France va affecter l'efficacité et la performance des entreprises dans le secteur marchand, dans laquelle on a pu en fait mesurer finement à quel point dans les périodes de l'année avec les plus de pollution, les salariés français vont avoir davantage d'arrêts de travail et donc manquer, ça fait moins de jours de production pour les entreprises. Et on a aussi pu mesurer finement à quel point les entreprises du coup exposées à un air plus pollué vont tout simplement vendre moins de marchandises. Et en fait, on a abouti à la conclusion que le fait que la France, dans les années 2010, ne respecte pas les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en termes d'exposition aux particules fines, ça a mené à des pertes de valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, c'est vraiment ce qui entre directement dans le calcul du PIB en France, qui sont d'un montant d'environ 7 milliards d'euros chaque année. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui affecte du coup directement le PIB, qui est un coût concret économique qui vient s'ajouter à ce coût pour le système de santé et un coût de santé associé à la pollution, et qui est extrêmement important à tenir compte quand on essaye de valoriser le coût sociétal de la pollution.
Une raison aussi pour laquelle c'est pertinent de tenir compte de ce coût plus pour l'économie, c'est que qui sont les acteurs auxquels on va demander d'engager des investissements pour réduire ces sources de pollution? C'est, in fine, comme on parle de polluants engendrés beaucoup par l'activité économique, industrielle, ça va être ces mêmes entreprises. Donc là, on passe presque au point suivant sur les politiques publiques, mais il est d'autant plus important de tenir compte de ces coûts pour l'économie de la pollution que ces coûts ils vont être directement supportés par les mêmes acteurs auxquels on va demander de faire des efforts pour lutter contre ces pollutions. Merci Marion. Alors, vous parliez des politiques publiques, ça va être, on va bientôt en parler, mais peut-être avant, on va essayer de voir ensemble les défis en fait pour mieux comprendre l'exposition et la vulnérabilité des populations. Donc en fait, quelles sont les prochaines étapes en fait pour finalement améliorer la compréhension de ces phénomènes-là. Et donc Claire, sur la recherche en épidémiologie, voilà, il me semble qu'il y a des sujets de mise en place de recherche partenariale avec les collectivités qui sont intéressantes à mettre en place. Il y a plusieurs choses en fait. Déjà pour revenir sur l'évaluation des effets sur la santé, on a un certain nombre d'outils en France et en Europe qui existent, donc ces études de cohorte dont je vous ai parlé, et qui ont une limite d'avoir une taille de population, disons, relativement faible. On est plutôt autour de quelques milliers d'individus pour lesquels on arrive à avoir des prélèvements biologiques pour estimer les expositions et un suivi long terme des enfants. Et ça nous limite pour étudier les facteurs de risque de maladies qui sont, disons, qui ont des prévalences relativement faibles. On pense par exemple aux troubles du spectre autistique ou certains cancers de l'enfant. Et donc vraiment, là, il y a au niveau national une initiative qui est en train de se monter qui s'appelle la cohorte Philomène et qui vise à couvrir l'ensemble du territoire et qui vise à recruter à partir de 2027 100 000 femmes enceintes. Donc on passe de quelques milliers à 100 000 avec l'idée derrière voilà, de pouvoir évaluer les facteurs de risque environnementaux des pathologies qu'on n'arrive pas à suivre dans les cohortes existantes. Donc ça, c'est le challenge en épidémiologie périnatale, je dirais, pour les prochaines années, ça va être de recruter ces femmes et de les suivre. Et donc, on va mobiliser beaucoup d'acteurs de la santé, mais aussi politiques pour cette cohorte-là. Et ensuite, un autre défi, donc maintenant, voilà, il y a un certain nombre d'études qui montrent des effets sur la santé de polluants chimiques. Et une question qu'on peut se poser quand on arrive là, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait devant ces résultats, quels sont les leviers pour limiter les expositions. Et effectivement, alors je ne sais pas si j'en parle maintenant des leviers ou si j'anticipe trop. Je pense que c'est un peu plus tard, mais bon, alors à la limite, je vous raconterai ça allez-y. tout à l'heure. Non, mais on reviendra dessus ensuite, voilà, sur les leviers de prévention vis-à-vis de comment on fait pour se protéger de ces expositions. Je garde un peu de suspense pour vous maintenir éveillés. Très bien, donc peut-être maintenant passer la parole à Pierre. Pierre Athanas, donc vice-président de la métropole de Lyon, pour nous parler un petit peu du cas lyonnais et notamment de la découverte des PFAS à Lyon et comment du coup vous travaillez à mieux comprendre aussi ce sujet au niveau du territoire de la métropole de Lyon. Oui, le scandale des PFAS, on peut vraiment parler de scandale, a été découvert suite à des actions de lanceurs d'alerte et de journalistes d'investigation, et notamment de France Télévisions. Donc on a découvert ça, à savoir que c'est certainement une très grosse anomalie dans le droit français, mais les collectivités territoriales n'ont pas compétence sur les pollutions industrielles. On travaille bien effectivement sur les particules fines, sur l'air ambiant, mais on n'a pas le droit, par exemple, d'aller faire des investigations dans ou à la sortie d'une industrie. Donc c'est vraiment quelque chose que nous, il a fallu contourner et le prendre bien sur l'axe de la santé publique et non pas de la pollution. Et il a fallu effectivement déjà regagner un petit peu la confiance de la population, parce que quand le scandale a démarré, c'était surtout l'eau potable qui était impactée et qui a fait peur aux gens. Est-ce qu'ils pouvaient boire de l'eau ? Est-ce qu'il fallait acheter de l'eau en bouteille? Est-ce qu'il fallait installer des filtres? Depuis combien de temps ça durait? Combien de temps? Et depuis comment ça se faisait? Effectivement, que la collectivité n'avait rien fait. Donc, il fallait à la fois regagner la confiance, mais ce qui ne veut pas dire rassurer les gens. L'angoisse était là, elle est légitime, mais ne pas
non plus les affoler pour avoir une crise encore plus importante. Donc on l'a vraiment pris, nous, du côté scientifique. On travaille avec l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer, organisme qui est plutôt intéressant parce qu'on va vraiment travailler avec les populations, mais également avec les différents acteurs qui peut y avoir sur un territoire scientifique, économique, etc., qui nous a permis de monter assez rapidement un protocole qu'on a mis en place. Par contre, on partait effectivement d'énormément d'inconnus sur les perfluorés. Perfluorés, c'est vraiment une famille de produits qui est très ancien, ça a 75 ans, mais dont on ne connaissait finalement pas grand-chose sur l'effet pollution. Ce qui était d'ailleurs assez scandaleux. Les perfluorés, chacun d'entre nous en utilise plusieurs fois par jour des produits contenant des perfluorés dans les cartons à pizza, les gobelets de café, les vêtements imperméables, certains cosmétiques. Enfin, voilà, la liste, elle est juste infinie. C'est des produits qui sont extraordinaires, ils ont toutes les qualités, ça résiste au chaud, c'est imperméable. Voilà, donc on en a vraiment mis de partout. Et on a vraiment mis le couvercle, par contre, sur la dangerosité de ces produits-là. On s'est mis à dos aussi un peu au début quand même les services de l'État, puisqu'il y avait effectivement une carence. Moi, je travaille sur les risques technologiques et je travaille très très bien avec les services de l'État, DDT, DREAL, qui font la surveillance et c'est vraiment des choses qui se passent bien. Faute de moyens et financiers et humains, parce qu'on fait la chasse aux fonctionnaires depuis longtemps, mais quand on fait la chasse aux fonctionnaires, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne se font plus parce que faute de personnes pour faire ces travaux-là, les suivis de pollution étaient quand même très très légers. Et voilà, Arkema, pour les citer, maintenant c'est de notoriété publique, rejetait chaque année plusieurs tonnes de perfluorés directement dans le Rhône sans traitement. Donc dans le Rhône en polluant l'eau du Rhône et en polluant les nappes d'accompagnement avec, évidemment, toutes les stations de pompage qui sont à l'aval de l'usine. Donc une pollution à cet endroit-là qui a été assez rapidement identifiée. Du moment qu'on a analysé l'eau, on voyait qu'on était à des taux qui étaient vraiment, vraiment importants, avec une pollution directement de l'eau du Rhône par l'eau d'irrigation. Les stations de pompage se font directement dans le fleuve Rhône et ces eaux sont remontées et rive gauche et rive droite pour irriguer les cultures. Donc on a pollué également les sols et les cultures bien éloignées du Rhône. Et enfin, une autre pollution qui est vraiment la pollution autour du site industriel. Quand je dis autour, c'est sur quelques kilomètres, ce n'est pas vraiment juste en périphérie, avec une pollution au perfluoré atmosphérique qui a pollué les sols. Pollution atmosphérique qui a été complètement ignorée jusqu'à il y a 2 ans, puisque Atmo a travaillé sur des capteurs pour pouvoir mesurer les perfluorés dans l'air ambiant. Ça n'existait pas. Donc maintenant, 2 machines existent. On peut parler de prototype, Raphaël. 2 machines existent, donc une qui est installée à proximité du site industriel de Pierre-Bénite, l'autre à Lyon 3. Il y a des mesures qui sont intéressantes et maintenant Atmo travaille avec l'INERIS à un protocole de façon à ce que ces machines-là et surtout le protocole puissent être identiques partout en France, puisque les perfluorés, si effectivement on a découvert un hotspot dans la métropole de Lyon, malheureusement on n'est pas les seuls à en avoir et on en découvre un petit peu partout. Voilà. Donc vraiment quelque chose qui a été très très important. Donc travailler évidemment avec des épidémiologistes, avec des chimistes, etc., pour bien comprendre cette pollution, et également travailler avec le monde médical, parce que c'est directement la santé des gens. Au début, quand on a effectivement questionné les services de l'État, le ministère, la préfecture, on nous a dit non, il n'y a pas plus de maladies autour de Pierre-Bénite ou à l'aval de Lyon qu'ailleurs. Et quand on a questionné les hôpitaux, effectivement, nous ont dit si, on a des pathologies qui sont plus importantes, enfin un certain type de pathologie plus importante autour de certains territoires. Donc vraiment, les études qu'on a menées, donc c'est vraiment, on appelle ça PERL, c'est un ensemble d'études qui est à la fois environnemental, comprendre la pollution dans les sols, dans les végétaux, etc. Ça, on a vraiment besoin de le comprendre, ne serait-ce que pour connaître le périmètre, connaître
donner des indications aux gens. Attention, ne mangez pas les œufs de vos poules, ne mangez pas tel type de légumes, et voire à certains endroits, ne mangez carrément pas les fruits et les légumes sur un périmètre qui est plus restreint. Donc on avait besoin de le connaître. Ce qui était vraiment demandé par la population, c'était une étude, savoir si eux avaient des taux de PFAS qui étaient importants dans leur corps, hein, notamment dans leur sang. Et là, on voyait effectivement une multitude d'études qui se faisaient. Des parlementaires ont analysé leurs cheveux. Voilà, certaines communes ici ont lancé une étude sur un vaste domaine pour chercher les perfluorés dans le sang des gens. De toute façon, c'est bingo à tous les coups. Hein. À tous les coups, on gagne. On peut faire une prise de sang de chacun d'entre vous. Je suis désolé. Vous avez tous des perfluorés dans votre corps. Comment vous les avez eus? C'est un petit peu ça que nous, on a voulu chercher. Donc notre étude est un petit peu plus spécifique. On a 3 populations différentes. Une autour de la station autour de la plateforme industrielle de Pierre-Bénite, hein, qui concerne plusieurs communes, en rive gauche et rive droite du Rhône. Une, parce que ces gens-là sont contaminés par l'air qu'ils respirent, par les fruits et les légumes qu'ils ont mangés dans leur jardin. Une autre population, c'est vraiment les gens qui boivent l'eau qui est trop chargée en perfluorés. Ça ne concerne que 3 communes sur la métropole de Lyon, mais ça concerne plusieurs dizaines de communes parce que cette eau est distribuée bien autour. Et enfin, une population témoin qu'il nous faut trouver. Il faut bien qu'on ait une population témoin. Celle-ci nous est fournie par Santé publique France. Donc on se lance là dans quelque chose où on est, nous, en limite de compétences. Et il faut qu'on fasse très attention de bien être dans nos compétences réglementaires. Sinon, bien évidemment, les industriels, ils sont 2 en l'occurrence, hein, Daikin et Dalkia, qui ont toujours nié leurs responsabilités, vont nous faire des recours et faire tomber un petit peu toutes les études qu'on a fait. Le côté juridique a été exploré, hein, par les associations, par certaines communes. Elles ont toutes été vouées à l'échec, hein, elles ont toutes perdu. Et le seul recours actuellement qui a pu fonctionner, c'est un recours qu'on a mené à la métropole de Lyon, au tribunal civil, pour faire nommer des experts indépendants pour reconnaître l'origine de ces pollutions-là. Donc les experts sont en train de travailler, ça fait déjà quelques mois. On devrait avoir courant d'année prochaine, normalement, les résultats, de façon à pouvoir donner la responsabilité de cette pollution. Parce qu'on nous parle sans arrêt du principe de pollueur-payeur, ce qui est effectivement quelque chose de très très bien. Au jour d'aujourd'hui, Daikin et Arkema n'ont pas versé 1 centime. Rien que la métropole de Lyon, ça nous coûte 2 millions d'euros pour équiper le captage de Ternay qui est concerné, avec des filtres au charbon. L'investissement est de 4 millions d'euros. Et le fonctionnement, puisqu'il faut entretenir ces filtres-là, est d'à peu près 500 000 euros par an. Donc on est sur des sommes qui sont importantes. On n'est pas sûr que malgré cet investissement à Ternay, ce soit suffisant. Peut-être qu'il faut attendre de mettre les filtres en place. Hein. Les premiers filtres seront effectifs en décembre et le chantier va s'échelonner sur 2026. Si au final, on est toujours à des taux qui sont trop élevés, nous, on va être obligé de tirer une canalisation en apportant de l'eau de l'amont de la métropole, des champs captants de Crépieux-Charmy, et de l'amener pour pouvoir diluer. Et là, on est sur un montant de 10 millions d'euros. Donc on est sur des sommes qui sont vraiment très très importantes. Et là, on n'est que sur la partie émergée de l'iceberg, parce qu'il va quand même falloir, tôt ou tard, s'attaquer à la dépollution des sols. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire. On travaille en relation avec beaucoup de collectivités. On est devenu un petit peu le centre de compétences. Enfin, j'imagine, Raphaël, que vous êtes souvent questionné par vos collègues d'autres régions. Nous, évidemment, par les agglos françaises, mais également belges, allemandes, italiennes, etc. Sur ce qu'il faut faire. Anvers est sujet à une pollution très très forte, hein, et notamment de ses sols. Et l'entreprise qui est à l'origine finance la dépollution. Mais pour l'instant, la dépollution, ça consiste à enlever les sols sur 40 à 80 cm de profondeur, à séparer les éléments grossiers des éléments fins. Les éléments grossiers sont lavés,
puis réutilisés dans des chantiers de travaux publics, les éléments fins sont incinérés et stockés en décharge déchets ultimes. Et ça représente des centaines de millions d'euros. Donc il va vraiment falloir qu'on arrive à faire quelque chose. On est collectivité territoriale, on n'a pas compétence pour légiférer. Donc ça, par contre, on a nos collègues députés qui sont arrivés à porter une loi sur les PFAS, dont les premières mesures seront obligatoires à partir du 1er janvier. Alors il y a eu évidemment tous les lobbies. Tout le monde sait que les perfluorés, on les utilise beaucoup dans les instruments de cuisine. Il y a eu un amendement au moment de la discussion de la loi, parce que derrière, le lobby était très fort, qui fait qu'on va légiférer sur les vêtements, sur les cosmétiques, sur pas mal de choses, mais pas sur les casseroles, les poêles, etc., qui ont pourtant du téflon qui est plein de perfluorés. Donc on est vraiment sur des choses qui sont vraiment importantes, mais ça pour le seul exemple des PFAS, qui est vraiment le plus médiatisé. On a eu les CVM, les chlorures de vinyle monomère, cancérigènes certains, produits au cœur de la vallée de la chimie, mais la vallée de la chimie, c'est 56 000 personnes qui y habitent, des quartiers qui sont à proximité. Il n'y avait pas un seul capteur dans la partie habitée de Saint-Fond pour mesurer les CVM, et ça depuis des dizaines d'années. Donc il a vraiment fallu monter au créneau, on y est arrivé. Donc il y aura effectivement des capteurs qui vont pouvoir suivre un petit peu toutes ces fuites. Au jour d'aujourd'hui, l'industriel est autorisé à rejeter 21 tonnes de CVM chaque année, avec par moment des jets qui sont importants, des moments effectivement moins, mais dont on connaît assez peu les choses. Donc c'est une nouvelle fois Atmo qui va faire ce suivi-là. Mais on se dit quand même, on est au XXIe siècle, ça fait des décennies qu'on produit ces produits-là sans jamais avoir pris la population en considération. Et après, des exemples, on en a plein. L'alpha-cypermétrine, ça c'était aussi pas mal. Un produit qui est interdit en France, l'Europe a légiféré, la France a légiféré de façon encore plus sévère pour une fois. Donc là, on est sur un produit interdit. Ce sont les faucheurs volontaires, dont des activistes ont pénétré dans l'usine, ont découvert des dizaines de tonnes de ce produit interdit, qui n'est effectivement pas commercialisé en France, qui part au Kenya pour les fleurs coupées, qui part à Taïwan, qui part dans d'autres pays, mais en infraction totale. Et là, c'est pareil, c'est un déni complet, ou même quand on a le texte, moi je me rappelle trop quand même du CODERST qu'on a mené, un CODERST spécial à ce sujet-là, avec l'article de loi affiché. Les services de l'État, les collectivités, vous, Raphaël, avions bien la même lecture de cette interdiction. Eux, ils en avaient une autre. Et en fait, interprété en disant, oui, mais ce qui est interdit, c'est dans les produits. Alors, ils appellent ça phytopharmaceutique. Moi, j'appelle ça pesticide, quand même. Mais eux ne le vendaient pas comme tel, mais le vendaient comme biocide, pour les vêtements, les moustiques, les choses comme ça. Mais on en est là au jour d'aujourd'hui. Donc, évidemment, la population a de moins en moins confiance aux industriels, se retourne sur les collectivités. Nous, on a vraiment essayé de travailler de façon assez étroite avec les industriels. Alors, ce ne sont pas tous des voyous, mais là, je vous ai cité quand même 4 exemples de multinationales. Ce n'est pas des artisans dans leur coin qui font de la petite cuisine. On est sur des échelles qui sont juste industrielles. Merci Pierre. Peut-être été un peu long. Non, c'est parfait, c'est intéressant. Et peut-être pour compléter, vu que vous avez évoqué les travaux qu'on mène, nous, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, sur du coup la construction de prélèvements, en fait, d'une méthodologie de prélèvement en air ambiant pour les PFAS, du coup donner des précisions, puisque là, on est allé un petit peu au-delà de nos missions réglementaires, parce que nous, en fait, on fait la surveillance des polluants réglementés. En l'occurrence, pour l'instant, il n'y a pas de réglementation pour les PFAS en air ambiant. Néanmoins, on a souhaité s'emparer de ce sujet-là et essayer de travailler à développer une méthodologie, ce qu'on a fait depuis 2 ans. Ce qui permet aussi potentiellement de mieux comprendre l'exposition des populations, puisque du coup, à partir des mesures des concentrations donc, en air ambiant des PFAS, on travaille du coup avec l'ANSES, avec l'INERIS, pour alimenter les travaux, pour construire des valeurs toxicologiques de référence, pour connaître en fait le niveau de dangerosité à respirer des PFAS. Donc voilà, c'était pour aussi préciser ça. On est fortement impliqué sur ces sujets-là et notamment en partenariat avec la métropole de Lyon.
Peut-être enfin, pour finir sur la question des défis pour la compréhension en fait, de l'exposition et de la vulnérabilité des populations, peut-être nous revenir vers François Olivier et nous parler du cas de la Caisse nationale de l'assurance maladie et peut-être expliquer un petit peu ce que ça change pour vous, en fait, une meilleure prise en compte en fait, du lien avec la pollution de l'air. Oui. Alors, ce qu'on a décidé de faire à l'assurance maladie, c'est de lancer notre propre étude sur l'impact de la pollution de l'air sur les dépenses de santé. L'objectif de cette étude, donc nous, on est un petit peu à l'autre bout de la chaîne, puisqu'on utilise ces données de qualité de l'air qui remontent nationalement. L'objectif de faire cette étude, c'était vraiment de regarder comment réagissent, nous, nos dépenses à cette pollution. Par rapport à ce qui était déjà fait dans la littérature internationale, en essayant de ventiler un peu ces effets pour regarder sur ce qu'on appelle nous les postes de dépenses. Ça veut dire est-ce que ça va influer sur la consommation de médicaments, est-ce que ça va influer sur les consultations chez le généraliste, sur les urgences, etc. Alors, c'est vrai que nous, on a l'habitude, donc on est producteur de données aussi, mais de données de remboursement, en fait, qui sont à l'origine des données comptables. Donc, en fait, à chaque fois que vous consommez des soins qui sont remboursés, que vous allez à la pharmacie, que vous allez chez le médecin, vous avez des données qui sont produites et qui sont traitées par les caisses primaires pour permettre le remboursement des soins. Et ces données, elles sont aussi, elles remontent au niveau national, elles sont anonymisées et elles sont utilisées à des fins de recherche. Et nous, on travaille sur ces bases de données. Alors, comme elles sont anonymisées, on n'a pas accès évidemment aux adresses des gens, mais par contre, on a accès à leur commune de résidence. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va apparier ces données aux données de pollution de l'air qui sont mesurées sur tout le territoire. On les apparie sur la commune de résidence et on regarde comment la consommation de soins réagit aux variations de pollution. Alors, bon, je n'ai pas encore de résultats à vous communiquer parce que l'étude est en cours, mais en tout cas, c'est vrai que ça a posé un certain nombre de défis techniques, parce que nous, ce n'est pas des données qu'on est habitué à manipuler. En plus, c'est vrai que ça nécessite une connaissance sur la formation des polluants, comment ils réagissent, ils se répartissent sur le territoire. Donc voilà, on s'est penché un peu là-dessus, mais c'est vrai que ce n'est pas notre cœur de métier. Sur le traitement des données, alors c'est vrai qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées sur le fait on raisonne à la commune, il y a des réflexions en cours pour voir si ce ne serait pas possible d'aller à un niveau plus fin tout en préservant la confidentialité des gens. Et puis sur la partie méthodologie, parce que également, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, ça nécessite une méthodologie qui est assez complexe, que nous, on n'utilise pas. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est associé à des chercheurs de l'Université Paris-Créteil qui, eux, travaillent déjà sur ces questions de pollution de l'air. Et donc, en fait, on va dire que l'échange de bons procédés, c'est qu'on mettait un petit peu nos données à disposition et eux, leurs compétences sur le traitement de ces données, ce qui doit permettre de mener cette étude à son terme. Et puis sinon, globalement, bon, là, on a fait une association sur ce cas spécifique d'études avec une université, mais évidemment, on est en contact avec d'autres institutions, à commencer par le ministère de la Santé et Santé publique France, qui travaille aussi sur ces questions-là. Eux, c'est vrai qu'ils ont une approche qui est vraiment santé, et donc nous, alors non pas qu'on ne s'intéresse pas à la santé, mais c'est vrai qu'on avait envie d'avoir l'aspect dépenses aussi, et c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était intéressant qu'on se lance également un petit peu sur ce sujet. Voilà. Très bien, merci. On va passer maintenant, je vous propose, à la partie sur les politiques publiques. Donc, en fait, réfléchir ensemble sur quelles politiques publiques mettre en place pour protéger les populations et être vraiment dans le concret, comment on peut faire en sorte de protéger nos populations. Donc là, Marion, je vais vous passer la parole peut-être pour nous introduire en fait les différentes catégories génériques de mesures de protection qui peuvent exister. Voilà, pour un peu cadrer les échanges. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'en économie, on a l'habitude de réfléchir à cette question des politiques publiques et du type de mesures qui pourraient permettre de réduire les coûts associés à ces pollutions. Et schématiquement, on a l'habitude de catégoriser ces types de mesures en trois catégories possibles. La première étant des pratiques d'incitation financière qui peuvent être rapprochés du principe pollueur-payeur qui a été mentionné par Pierre Athanase, où ici l'idée est de dire en fait que sont ces pollutions dans le cadre d'analyse économique, c'est des externalités, c'est-à-dire ce sont des conséquences indirectes du processus de production ou du processus de consommation. Donc production, l'industriel qui fabrique sa poêle, consommation,
vous-même qui prenez votre voiture pour aller en centre-ville. Et quand vous faites cette décision de production ou de consommation, vous ne tenez pas compte du fait que, indirectement, utiliser votre voiture, produire cette poêle, va générer l'émission de ces polluants qui vont avoir un coût pour l'ensemble des gens exposés à cette pollution. Et donc ici, on a l'idée un petit peu utopique que peut-être il suffirait de donner un coût à cette pollution et de vous faire payer le fait de vous rendre avec votre voiture très polluante en centre-ville, ce qui va exposer toute la population à des particules fines, ou de vous faire payer le fait de produire cette poêle avec en émettant des polluants éternels qui vont nuire à l'ensemble de la population exposée. Et peut-être si on donne simplement un coût par le biais d'une taxe, par exemple, à cette activité de production de consommation, ça va être suffisant pour vous désinciter à utiliser ce processus de production, ou vous désinciter à utiliser votre voiture au lieu de prendre le vélo ou marcher ou prendre les transports en commun. Et donc ça, c'est vraiment on a beaucoup l'habitude de réfléchir comme ça en économie, mais ça pose tout un tas de défis techniques ou politiques, le fait de mettre en place ce genre d'incitation économique, notamment le fait que le montant de cette taxe ou de ce principe pollueur-payeur devrait idéalement être indexé sur combien coûte cette pollution à la société. Or, comme on vient de le voir dans toute la première partie, en l'état actuel des connaissances scientifiques, on n'est pas tout à fait capable de donner un prix exact qui correspondrait à combien coûte cette pollution pour la société. Un autre défi, ça peut être le fait que par exemple, dans le cas de l'utilisation de la voiture, qui est peut-être plus facile à se représenter, ça ne va pas avoir le même coût pour la société. Le fait que vous utilisiez votre voiture dans une zone extrêmement rurale où très peu de gens habitent et où, en fin de compte, quand bien même vous émettez du dioxyde d'azote, des particules fines, très peu de gens vont être affectés par cette pollution et donc finalement, ça ne va pas augmenter tant que ça le coût sanitaire ou ça ne va pas susciter de problèmes de santé tant que ça, alors que quand vous utilisez votre voiture en centre-ville urbain dense, c'est là que ça va avoir le plus de conséquences pour l'exposition de la population et du coup le coût sanitaire associé. Et c'est très difficile de concevoir une politique publique qui fasse une taxe comme ça, qui serait modulable en fonction de là où vous allez. Il faudrait une caméra qui suive est-ce que vous utilisez votre voiture en ville, en zone rurale, etc. Bref, donc beaucoup de défis techniques. Donc ça fait qu'on a privilégié pour la régulation de ces polluants en France et en Europe au sens le plus large, plutôt une deuxième catégorie de politique publique qui est vraiment une réglementation. Et donc la réglementation, ça consiste à interdire certaines substances ou fixer des seuils d'utilisation de ces substances. Et c'est vraiment la logique qu'on a suivie en ce qui concerne la pollution atmosphérique. Là, avec les PFAS, il y a aussi cette idée de mettre en place des valeurs limites d'utilisation. Et c'est mis en place en complémentarité avec quand même une taxation, puisqu'il y a quand même pour tous les industriels une taxe généralisée pour les activités polluantes qui s'applique, qui fait quand même qu'ils doivent payer cette taxe à chaque fois qu'ils utilisent des intrants qui vont susciter de la pollution. Et la dernière catégorie de mesures qui est très peu utilisée pour ces pollutions locales, ce serait simplement le fait d'informer davantage la population. Donc là, l'idée, ce serait de dire, en fin de compte, le problème, pourquoi les gens polluent, pourquoi les industriels polluent, c'est juste qu'ils ne sont pas assez informés sur les conséquences que peut avoir cette pollution. Et du côté des consommateurs, pourquoi les gens continuent d'acheter des produits qui peut-être nuisent à leur santé parce qu'ils sont pleins de composés toxiques, peut-être juste parce que les consommateurs ne sont pas assez informés du contenu de cette production, auquel cas il suffirait en fait de mettre en place des labels qui informaient, voilà, ça c'est un produit à haut niveau de toxicité, ça c'est un produit à bas niveau de toxicité. Dans le cadre de ce type de pollution, PFAS, pollution atmosphérique, on n'a pas beaucoup utilisé ces mécanismes d'information parce qu'on a jugé préférable de tout simplement interdire à la source certains composés ou de les réguler par des normes. Donc voilà un peu le type de mesures qu'on peut envisager.
Donc de l'information, de l'incitation et de la réglementation, pour résumer très rapidement. Et du coup, sur l'aspect réglementation, peut-être Pierre, si vous pouviez rebondir par rapport aux défis en fait, liés à l'application de la réglementation au niveau d'une collectivité à l'échelle du territoire de la métropole de Lyon. Voilà, je pense que vous avez de quoi nous partager des informations là-dessus. Oui, bien sûr. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas compétence, nous, sur la pollution industrielle. Donc là, c'est vraiment un levier qu'il va falloir ouvrir. Mais on s'aperçoit que même les services de l'État sont très limités. Tout à l'heure, je vous parlais du cas de l'alpha-cyperméthrine, voilà, qui est un polluant qui a été interdit. Ça a été interdit dans la loi Egalim. La loi Egalim, ça s'est retranscrit dans le code rural. Quand le scandale a émergé, moi j'avais rencontré tout de suite la sous-préfète, puis le préfet, l'Adréal est allé faire des investigations, et l'Adréal s'est retrouvée réglementairement incompétente, puisque ça ne relevait pas du droit de l'environnement, mais du code rural. Donc on voit un petit peu des aberrations qu'on a en ce moment. Et vraiment, la demande qu'on fait, alors ce n'est pas uniquement la métropole, je suis également vice-présidente d'Amaris. Amaris, c'est l'association des collectivités qui s'occupe et des risques industriels et de la pollution industrielle. C'est qu'on est vraiment un organisme, un établissement public ou autre, quelque chose à inventer, qui soit interministériel, qui va travailler justement sur ces problèmes de pollution industrielle. Parce qu'on est en train de découvrir, on en a cité 3 sur les exemples de la métropole de Lyon, mais ils sont multiples un petit peu partout. On travaille beaucoup avec Lille, qui a d'autres difficultés, d'autres cas de pollution. On travaille avec Créteil, pareil. Voilà. Et on a vraiment besoin maintenant, si ce n'est de simplifier le droit, on voit qu'actuellement l'Assemblée nationale est occupée à des choses bien différentes, mais au moins que les ministères puissent s'organiser de façon à pouvoir répondre à ces pollutions industrielles qui sont juste énormes. Le premier réflexe, quand il y a eu le scandale des PFAS, c'est de demander aux collectivités qui livrent de l'eau de leur imposer des seuils. Voilà, vous n'avez pas le droit de donner une eau qui a plus de temps de perfluoré au litre. Et c'est à nous de faire avec. Alors qu'on aurait peut-être pu prendre le problème à l'envers, c'est normal qu'on responsabilise les gens qui distribuent de l'eau, mais essayer de s'attaquer quand même aux pollueurs. Et il a fallu que ce soit à l'intérieur d'une niche parlementaire qu'on soit arrivé à faire passer une proposition de loi qui aille s'attaquer à ça. Ce n'est pas l'État qui l'a pris en charge. On n'était pas dans un projet de loi, mais bien dans une proposition de loi d'une niche parlementaire. Donc on voit qu'on a énormément à progresser de façon rapide. On méconnaît de façon énorme nos polluants industriels. On connaît mieux effectivement tous ceux qui sont réglementés, qui sont mesurés, qui peuvent être d'origine industrielle. Et là, les industriels, je vais quand même arrêter de leur taper dessus. On fait des progrès énormes, et vous l'avez souligné, François Olivier, sur le SO2. C'est 87% de moins sur la métropole de Lyon. Donc il y a effectivement de vrais progrès, mais on est en train de découvrir, scandale après scandale, des polluants dont on ignorait même l'existence. Et quand on se retourne vers la puissance publique, le ministère de la Transition écologique, on nous dit « mais non, regardez, c'est transparent, parce que si vous allez à tel endroit, vous regardez, et puis vous cherchez votre commune et vous cherchez ce polluant dont on ignore même l'existence, c'est transparent, il est là ». Non, ce n'est pas transparent, c'est vraiment complètement obscur, et c'est obscur de façon tout à fait volontaire. Et ça, je l'affirme, pour l'ayant vu sur des dossiers complètement différents, et m'occupant de ça au niveau national, on le voit malheureusement de façon très très récurrente. Donc c'est vraiment temps qu'on s'intéresse à ce sujet-là, mais qu'on s'y intéresse vraiment de façon très très importante. Ça ne veut pas dire créer tout un tas de fonctionnaires qui vont travailler et tout, c'est retoiletter le droit et avoir un outil qui soit interministériel, qui puisse répondre à ces questions-là. Et évidemment, nous, collectivités territoriales, on fera notre part de responsabilité. Le scandale des PFAS s'est tombé sur la métropole de Lyon, grosse collectivité. Financièrement, on est la deuxième collectivité de France. On a pu dégager ces 2 millions d'euros qui n'étaient pas prévus au départ dans nos finances. Quand ça arrive dans une petite commune, il y a une petite commune actuellement dans les Ardennes, 79 habitants, ils n'ont pas le droit de boire l'eau. Elle a été polluée avec des boues industrielles issues d'une papeterie. De façon tout à fait légale, les boues
ont été homologués par la DREAL et on a épandu ces boues comme fertilisants. Il se trouve que dans ces boues, il y a des PFAS. Les PFAS ont pollué la ressource en eau et aujourd'hui, la maire de cette petite commune doit livrer de l'eau en bouteille à ses 79 habitants à sa charge. Voilà, on a ce type d'aberration quand même. Voilà. Et sur l'air, c'est également un autre sujet. Tous les produits agricoles, hein, je vous ai parlé tout à l'heure de l'irrigation, on a pollué des milliers d'hectares avec les perfluorés suite à la pollution de pierre-bénite. Très bien. Je plombe un peu le... Alors, c'est pas très réjouissant, mais bon, il faut bien qu'on en parle, hein, effectivement. Peut-être pour continuer sur les mesures spécifiques pour lutter contre les polluants chimiques émergents et d'un point de vue peut-être de l'épidémiologie environnementale, Claire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Pour revenir sur les mesures mentionnées par Marion, effectivement, je pense qu'en termes de santé publique, le premier aspect, c'est vraiment la réglementation qui a l'avantage de toucher l'ensemble de la population sans égard des revenus, du statut socio-économique. Cette réglementation, elle existe et elle a un certain nombre de limitations pour les polluants chimiques. Il y a déjà un temps relativement long entre l'identification d'effets sur la santé de substances chimiques et sa réglementation. Et puis, cette réglementation aussi, elle est réalisée par substance et par secteur. Si on prend un exemple du bisphénol A, par exemple, qui est un composé qui est aujourd'hui identifié comme perturbateur endocrinien, reprotoxique et neurotoxique, il a été interdit en 2015 dans les contenants alimentaires, mais il n'y avait aucun article de loi sur d'autres secteurs comme les emballages des produits de soins et cosmétiques qui sont aussi potentiellement une source d'exposition. Et surtout, cette réglementation, elle s'est focalisée sur le bisphénol A, alors qu'en fait, la famille des bisphénols, elle englobe un grand nombre de substances qui ont une structure chimique très similaire au bisphénol A, et donc un potentiel d'effet sur la santé similaire. Et effectivement, maintenant qu'on a un petit peu de recul, on sait que ce bisphénol A a été probablement remplacé par un autre composé qui s'appelle le bisphénol S, et qui est aujourd'hui aussi classifié au niveau européen comme perturbateur endocrinien avec des effets similaires. Donc vraiment, cette réglementation, il faut qu'elle ait une approche un peu plus globale par famille de substances ou par famille, par structure chimique. Mais on ne peut plus réglementer par composé. Si on reprend l'exemple des PFAS, c'est une famille qui contient plus de 10 000 composés et on n'a pas le temps de les réglementer un par un. Donc vraiment, cette réglementation, elle existe, mais elle a besoin de s'améliorer, notamment d'avoir une approche plus globale. Et ensuite, on peut effectivement parler soit d'initiatives locales visant à mieux informer pour modifier des comportements qui sont liés aux expositions. Donc il ne faut vraiment pas se baser que là-dessus pour protéger la population, parce que ce type de choses, ça peut aussi augmenter les inégalités sociales de santé, notamment parce que c'est déjà difficile d'identifier les sources d'exposition de ces polluants chimiques, et en plus, parfois, les alternatives peuvent être plus chères. Néanmoins, on peut citer certaines initiatives de métropole, notamment. Alors à Strasbourg, il y a un dispositif qui s'appelle l'ordonnance verte, et donc qui est spécialisé, focus sur les femmes enceintes, et qui vise notamment, qui offre à toutes les femmes de la commune 2 ateliers expliquant ce que sont les polluants chimiques, où est-ce qu'on les retrouve et comment les éviter, et qui donne aussi accès à des paniers de légumes bio pendant l'ensemble de la grossesse. Donc nous, on est associés à cette collectivité pour évaluer l'impact de ce type d'initiative sur les niveaux d'exposition. Et puis, il y a aussi des sociologues qui travaillent pour réfléchir à comment délivrer les messages, en fait, parce que informer, c'est une chose, mais il faut effectivement éviter d'affoler ou de culpabiliser. Donc il y a vraiment tout un travail à faire autour des messages, et après il y a des études vraiment d'intervention qui ont identifié des comportements liés aux expositions, et on sait que par exemple limiter son utilisation, donc utiliser moins de produits de soins et cosmétiques permet de diminuer les expositions à certains composés chimiques. L'alimentation bio pour les pesticides, ou si c'est pas bio, éplucher et laver les légumes. Donc il y a quand même certains comportements qui peuvent permettre de diminuer les expositions, et notamment au début j'ai parlé de ces histoires de demi-vie avec les anciens composés qui avaient des demi-vies plus longues et puis les nouveaux des demi-vies plus courtes. Et sur ceux qui ont une demi-vie plus courte, on a un vrai levier, parce que si vous arrivez à éliminer les sources de votre environnement, en quelques jours, on arrive à avoir des diminutions très nettes des concentrations dans les urines notamment. Donc sur ces composés, quand même, il y a un peu d'espoir. Sur ces composés à courte demi-vie, on a vraiment un levier d'action avec des effets observés à très court terme. C'est un peu plus compliqué sur les PFAS qui ont des longues demi-vies. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les réglementer, mais l'effet sera un peu plus long terme. D'accord, donc une réglementation peut-être à adapter.
et donc des leviers en fait qu'on peut imaginer quand même pour améliorer la situation. Maintenant, peut-être faire un focus spécifique en fait sur une mesure. On en a parlé en introduction de la conférence, avec les débats qu'il y a pu avoir assez nourris à ce sujet. C'est la zone à faible émission, qui d'ailleurs est très d'actualité ici à Lyon, évidemment. Mais peut-être avant de parler de l'exemple lyonnais, peut-être Marion nous parler des recherches qui sont faites sur les effets des ZFE, notamment avec un exemple en Allemagne. Tout à fait. Donc, j'aimerais parler de cette étude dans le contexte du débat très animé sur les zones à faible émission qui devaient être généralisées et mises en place en France en cette période. Donc, d'abord, juste un rappel. Donc, les zones à faible émission, pour ceux qui ne sont pas familiers du concept, c'est vraiment l'idée que les villes sont plus sujettes à des niveaux de pollution de l'air élevés et que c'est en partie lié à la pollution issue des transports et donc notamment la pollution des voitures. Et donc, une façon simple de réduire ces sources de pollution, ça va être de réguler l'accès aux centres-villes denses des grandes villes en y interdisant les véhicules les plus polluants. Ici, quand on dit véhicules les plus polluants, on parle vraiment du niveau de pollution des véhicules en termes de ces polluants atmosphériques locaux. On ne parle pas du tout des questions de gaz à effet de serre, d'émissions de CO2. Parfois, c'est corrélé, mais parfois pas, donc je précise. Donc, c'est notamment les véhicules diesel qui vont être les plus émetteurs de polluants atmosphériques qui vont contribuer aux particules fines, à la pollution au dioxyde d'azote. Et donc, notamment, on va réguler plus particulièrement l'accès aux vieux véhicules diesel dans ces centres-villes. Donc, la mise en place de ces zones, et ici, voilà, j'imagine qu'à Lyon, vous êtes peut-être familier du débat, ça a posé beaucoup de questions sur les inégalités sociales liées à la mise en place de ces zones dans le débat français. Et donc, le débat français a été beaucoup polarisé, beaucoup polarisé, mais surtout beaucoup focalisé sur la question de qui porte le coût de cette politique publique. Et à mon sens, du coup, on a très peu parlé de quels vont être ou quels pourraient être les bénéfices associés à la mise en place de telles zones du point de vue de l'amélioration de la santé publique et de la baisse du coût associé à la pollution atmosphérique. Et c'est là où il me semble qu'il est très intéressant de se plonger dans des exemples issus de nos voisins européens, puisque la France n'est pas du tout le premier pays à songer à mettre en place ce type de zone. Et il y a notamment une étude en Allemagne que je trouve très, très intéressante. Donc l'Allemagne, qui a à peu près la même flotte de véhicules que la France, a mis en place environ 60 zones à faible émission dans 60 agglomérations différentes entre 2008 et 2019. Et il y a une étude qui s'est intéressée à suivre toutes les dépenses de santé associées aux médicaments prescrits aux enfants qui sont nés dans ces zones, avant et après la mise en place de telles zones. Et ils se sont plus particulièrement concentrés sur quels sont les bénéfices de naître, donc pour les nouveau-nés, de naître dans une ville allemande qui a déjà mis en place une zone à faible émission, donc où il y a moins de véhicules polluants qui peuvent pénétrer, en termes de dépenses associées aux médicaments pour ce nouveau-né. Ils ont pu mettre en évidence, d'une part, que dès l'année après la mise en place de ces zones à faible émission en Allemagne, on a une baisse des niveaux de pollution de 5%. Donc les particules PM10 baissent de 5% dès l'année après l'introduction. Mais plus intéressant, quel est l'effet de cette baisse de la pollution sur la santé des enfants? Ils ont mis en évidence qu'on avait une baisse de 13% pendant les 5 premières années de vie d'un enfant né juste après la mise en place de ces zones, des médicaments liés à l'asthme. Ils ont aussi mis en évidence qu'il y avait une baisse des dépenses de médicaments liées de façon générale à tous les médicaments associés aux pathologies respiratoires. Donc c'est assez logique puisque la pollution de l'air touche principalement ce type de pathologie chez les jeunes enfants. Mais ils ont vraiment montré que 90% des bénéfices pour la santé des enfants de ces zones, c'est en termes de baisse de la prévalence de l'asthme. Et quelque chose qui me semble très intéressant quand on réfléchit à comment évaluer quels peuvent être les bénéfices de mettre en place de telles zones en France, c'est qu'il
ces bénéfices pour la santé des enfants qu'ils ont mis en évidence, ils se manifestent progressivement en fait. Et ça, c'est lié au temps de latence, à l'effet cumulatif des bénéfices pour la santé d'une amélioration de la qualité de l'air. C'est seulement après avoir suivi ces dépenses de médicaments pour les enfants dans les 6 premières années de vie de l'enfant qu'ils ont pu aboutir à cette conclusion qu'il y avait vraiment une amélioration très significative de la santé respiratoire et une baisse des prescriptions pour asthme. Mais si on leur avait demandé, comme parfois le temps politique exige, dès 3 mois après la mise en place des zones à faible émission, d'évaluer l'effet sur la santé des enfants, ils n'auraient pas spécialement trouvé qu'il y avait une amélioration significative à ce moment-là, parce que ces améliorations ont mis du temps à se manifester. Néanmoins, partant de l'exemple français, du coup, on a la chance de pouvoir se baser sur cet exemple. Et à la fin, l'étude conclut que si on additionne pour tous les enfants nés entre 2008 et 2018 en Allemagne, dans ces zones, quels ont été les bénéfices en termes d'amélioration de leur santé respiratoire, on aboutit à un bénéfice global qui représente déjà un quart du coût estimé de la mise en place de cette mesure pour les personnes qui possèdent un véhicule polluant, qui doivent changer de véhicule. Donc, en se concentrant sur un type de public qui sont les enfants en très bas âge, un type de coût pour la santé qui est les dépenses pour les médicaments, on a déjà un bénéfice global pour les résidents des villes allemandes qui est à peu près un quart de ce que coûte la mise en place de ces zones. Donc je pense que c'est un exemple qui mérite d'être souligné et qui aurait pu être davantage mentionné dans tout ce débat sur les ZFE françaises. Effectivement, c'est très parlant et on se dit que ça pourrait être utile pour alimenter les débats en France. Et donc du coup, à ce sujet, peut-être Pierre nous parler un petit peu de la situation lyonnaise sur la mise en place de la ZFE, en élargissant peut-être sur le contexte français, sur la mise en place. Voilà. Bien sûr, donc la ZFE, elle s'est imposée aux collectivités. Il a fallu qu'on la mette en place avec assez peu d'aide de l'État. Donc la ZFE, c'est les plus polluants, puis après donc les vignettes 5, les vignettes 4, les vignettes 3, voilà. Donc ça s'est un petit peu imposé. Il a fallu évidemment aider les différents acteurs, les propriétaires de véhicules ou d'engins. Ça ne concerne pas que des voitures pour des particuliers. Donc c'est des montants qui sont assez énormes pour les collectivités territoriales, de façon à subventionner l'achat de nouveaux véhicules qui soient moins polluants. Très peu d'aide de l'État. Mais là où j'en veux peut-être encore plus à l'État, c'est que ça s'est imposé. L'État a très peu communiqué. On a toujours fait croire que c'était les collectivités qui avaient créé ces ZFE. Si vous interrogez les gens sur la métropole de Lyon, tout le monde pense que c'est les écolos qui ont créé la ZFE parce que c'est des dogmatiques et qui voudraient bien revenir à l'époque du cheval et des fiacres. Alors que c'est vraiment une loi qui l'a imposée à une dizaine d'agglomérations. Quand on est arrivé, l'État nous avait dit « mais vous aurez des radars pour pouvoir contrôler ». Donc c'était en 2020, on attendait les radars en 2021, puis on nous a dit non, il y a du retard, ce sera en 2022, puis on a dit non, il y a du retard, ce sera en 2023, puis il y aura du retard, ce sera en 2025, et maintenant on nous les annonce pour 2026. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun contrôle fait, alors que c'est très facile avec des radars qui lisent les plaques d'immatriculation, c'est très facile de faire appliquer les zones à faible émission. Donc on voit un petit peu le manque d'engagement qu'il y a pu y avoir. Du coup, je vous disais, voilà, c'est devenu un enjeu qui est devenu politique maintenant localement. Nous, on a été très, très attaqués par notre opposition sur cette mise en place. Petit à petit, le cadre législatif s'est distendu. Il n'y a plus que 2 collectivités aujourd'hui qui ont obligation d'avoir des ZFE, Paris et Lyon. Les autres, c'est un peu au choix. Certaines ont fait le choix de continuer, notamment Grenoble. Voilà, il y en a quelques-unes qui ont décidé de continuer. Mais ça s'est distendu jusqu'à bouquet final, un amendement très populiste, et ça, j'hésite pas de le dire, très populiste et très électoraliste, porté par certains groupes politiques, qui a voté à l'Assemblée nationale la disparition des ZFE. Alors pour l'instant, c'est en première lecture à l'Assemblée nationale, ça doit passer au Sénat en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. On va attendre le temps. Mais c'est complètement fou parce qu'on met dans la tête des gens, vraiment, que finalement, c'est une mesure qui ne sert à rien.
C'est une mesure qui a été inventée, excusez-moi l'expression, mais pour emmerder les gens. Et donc, du coup, pourquoi il va falloir que j'anticipe et que ma prochaine voiture, ça soit une voiture électrique, ça soit une voiture essence. On est en plein délire. J'en veux beaucoup, puisque c'est les journées de l'économie, hein, le GECO. On a quand même beaucoup d'entreprises qui ont investi, qui ont mis de l'argent. On a aidé, plus de 90% pratiquement de nos aides ont concerné les entreprises et finalement que 10% sur les particuliers. Mais des chefs d'entreprise ont pris la décision de modifier leur flotte, d'avoir des engins. On commence à avoir des pelles mécaniques, électriques, des choses comme ça sur Lyon. On fait la démarche pour finalement passer un petit peu pour des bonnets par rapport aux autres qui ont bien attendu que les choses ne se fassent pas. Et finalement, l'Assemblée nationale leur a donné raison. On encourage les gens à avoir de très mauvaises pratiques. Et ça, c'est absolument scandaleux. Alors, je ne sais pas si l'outil fonctionne bien. En tout cas, je ne vois pas de questions de votre côté. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les faire parvenir par SMS. Là, on vient de terminer donc, ce temps sur les politiques publiques. Et donc, on va passer au temps de conclusion. Voilà. Après, éventuellement, on pourra répondre à vos questions. Donc, pour conclure, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de voir quelles sont les perspectives en termes d'avenir pour la lutte contre ces pollutions. Et si possible, en essayant de voir les choses du bon côté, voir qu'est-ce qui peut marcher. On voit qu'il y a des solutions, c'est ce dont on vient de discuter, mais que parfois elles sont difficiles à mettre en place. Voilà, néanmoins, essayer de voir un peu comment on peut s'engager optimistement, de façon optimiste sur ces sujets à l'avenir. Donc, Pierre, je vous propose de continuer sur ce sujet-là, et notamment au niveau de la métropole de Lyon. Je pense qu'il y a quand même pas mal de sujets qui inspirent à l'optimisme pour lutter contre la pollution. Oui, on a des choses qui ont fonctionné quand même. Le chantier est énorme, hein, mais il y a des choses qui ont fonctionné, et ça montre bien que s'il y a effectivement une volonté du législateur, s'il y a une volonté de la puissance publique, les collectivités ont des moyens d'agir. Et peut-être le meilleur exemple, c'est la primaire bois. Le chauffage au bois, dans une métropole comme Lyon, est un chauffage qui est tout à fait marginal. Et pourtant, il est vraiment vecteur d'une très forte pollution aux micropolluants, au PM10, au PM2,5. On a subventionné le changement donc, des foyers ouverts, des vieux appareils de chauffage au bois, pour passer à des méthodes, du matériel beaucoup plus récent, qui va évidemment bien mieux brûler et détruire beaucoup plus les particules fines. Donc ça, c'est des choses qui marchent. Hein. On a subventionné un petit peu plus de 3000 appareils, et ça se mesure réellement sur la qualité de l'air. Donc il y a des leviers. Là-dessus, la puissance publique nous a aidés, puisque la préfecture du Rhône a interdit les foyers ouverts, a imposé le changement des appareils de chauffage, tout d'abord au périmètre de la métropole, puis ça s'est imposé à tout le périmètre du plan de préservation de l'atmosphère, qui est beaucoup plus large et qui touche d'autres départements, puisque on sort de la métropole, hein, ça va de Villefranche jusqu'à la limite avec l'Ardèche, à Serrières, et ça intègre la Capie, donc Bourgoin, et on va jusqu'au Mont du Lyonnais. Et ça, maintenant, ça s'impose. Et là, réellement, on va arriver à gagner. Donc on voit que quand on a une législation, une puissance publique qui veut aller de l'avant, et des collectivités qui sont prêtes à apporter leur part, notamment leur part financière, on a des leviers et on a des choses qui fonctionnent. Et ça, c'est un exemple qui est vraiment intéressant. Après, effectivement, la discussion avec les industriels, nous, on l'a menée sur le soufre, hein, c'était un véritable problème. On le mène actuellement sur les gaz à effet de serre, donc on est dans un autre registre, mais là encore, on a l'enjeu quand même du dérèglement climatique. Il n'y a plus que Trump qui n'y croit pas. Hein. Les gens à peu près sensés savent bien l'importance que ça va avoir pour les décennies à venir. C'est des choses, malheureusement, vous êtes très jeune dans l'Assemblée, vous allez connaître des difficultés absolument énormes si on n'agit pas dès maintenant. Donc voilà, il faut absolument qu'on travaille
avec le milieu industriel, le milieu économique sur ces sujets-là. Donc on avance, c'est pas toujours simple, mais voilà, la collectivité s'implique et ça peut fonctionner. Et après, il y a le comportement de chacun d'entre nous avec nos modes de consommation, bien évidemment. Donc ne pas culpabiliser, mais chacun doit apporter. Et quand on parle du colibri qui amène sa goutte, c'est pas si moi je suis un gros, mais je vais apporter une petite goutte. La goutte, elle doit être proportionnelle à la taille de son impact. Merci. François-Olivier, peut-être à l'échelle des institutions de santé, quelle perspective peut-on avoir pour conclure ces échanges ? Oui, alors sur la santé environnementale, à notre niveau, en fait, il y a deux grands aspects, je dirais. Déjà, le soutien à la recherche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est producteur de données. Et donc, l'objectif, c'est de soit mener des études comme on est en train de le faire, mais aussi, surtout, de favoriser les études sur le sujet. Et donc, ça passe par la mise à disposition de nos données, la livraison de données localisées et le fait de faciliter l'interfaçage entre données de santé et données environnementales. Donc là, il y a beaucoup de travail, beaucoup de réflexions qui sont en cours pour essayer de faciliter le travail des chercheurs. Ça peut passer aussi par le financement d'études sur le sujet. Et ensuite, il y a un aspect prévention. Donc, alors ça peut être prévention à destination directe des assurés, mais c'est aussi beaucoup via les professionnels de santé. Donc ça veut dire qu'on va intégrer des aspects de santé environnementale dans les études médicales. Ça peut être aussi de faire passer des messages, entre guillemets. Donc c'est ce que vous disiez, Claire, tout à l'heure sur les perturbateurs endocriniens. On a une campagne en cours qui s'appelle Zéro phtalate au niveau national, où l'objectif est de faire passer aux parents de jeunes enfants le message que des gestes simples permettent de réduire drastiquement l'exposition au phtalate. Et donc, parce que la période dite des 1000 premiers jours est une période de particulière vulnérabilité aux perturbateurs endocriniens, et donc quelques actions simples doivent permettre d'avoir des bénéfices importants en termes de santé. Et donc ça, c'est quelque chose qui normalement doit être fait sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, donc un certain nombre d'actions de prévention. Et puis il y a aussi des initiatives qui sont menées par des caisses primaires. Donc là, on peut citer la caisse du Bas-Rhin à Strasbourg qui distribue des paniers de légumes bio aux femmes enceintes toutes les semaines pendant la durée de leur grossesse pour diminuer l'exposition aux pesticides. Je crois aussi la caisse de l'Hérault qui s'est associée avec l'Université de Montpellier pour créer une école universitaire en santé environnementale. Donc voilà, il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours pour essayer d'améliorer ce qui se fait en santé environnementale. Merci beaucoup. Et maintenant, peut-être au niveau de la recherche académique, Claire, quelles sont, de votre point de vue, les perspectives sur ces sujets ? C'est sûr que nous, là, en tant que recherche académique, notre rôle, finalement, c'est de produire des données scientifiques fiables sur l'effet de ces polluants sur la santé. Donc c'est vraiment important, notamment sur le champ des polluants chimiques. Comme je vous l'ai dit, il y a tout un tas de substances finalement qu'on ne connaît pas encore. On connaît pas encore leurs effets sur la santé. Donc c'est important de les documenter pour qu'ensuite la réglementation, elle s'appuie sur ces données scientifiques fiables. Donc ça demande un soutien à la recherche, mais aussi aux institutions telles que l'ANSES, qui est l'agence de réglementation des substances chimiques en France. Donc voilà. Et peut-être Marion, pour terminer. Oui, moi j'aimerais peut-être insister sur le cercle vertueux qu'il peut y avoir entre la mise en place de la réglementation et la recherche académique, qui est, je pense, très visible dans le cas de la recherche sur la pollution atmosphérique. C'est-à-dire que, en effet, l'excellente nouvelle, c'est que la plupart des polluants réglementés dont on sait qu'ils nuisent à la santé ont beaucoup baissé en Europe et en France ces dernières années, du fait de la mise en place de réglementations, de normes pour les constructeurs automobiles, de normes pour les industriels, aidés en cela par toute la mise en place d'un appareil de mesure de ces polluants. Et c'est en retour, grâce à la mise en place de tout ce système de mesure des polluants, que la recherche a pu bénéficier de données de plus en plus fiables et fines sur qui est exposé à cette pollution et que peut-on dire des conséquences de l'exposition pour la santé, pour la productivité, pour tout un tas d'indicateurs pertinents pour le bien-être humain. Et donc, pour des polluants qui sont beaucoup moins connus et documentés aujourd'hui, comme les PFAS ou les polluants éternels, ça peut être le cas pour les pesticides aussi, il faut que la recherche puisse continuer de bénéficier de ces mesures et de ce système de surveillance des polluants pour pouvoir continuer à documenter quel est l'effet de l'exposition à ces polluants, mais aussi quel est l'effet d'une amélioration, d'une baisse de l'exposition à ces polluants. Et par exemple, pour la pollution atmosphérique, de nos jours, on constate que
c'est les particules les plus petites, les plus invisibles à l'œil, qui sont en fait peut-être les plus graves pour la santé humaine, donc les particules ultra fines. Or, ces polluants sont encore assez mal mesurés. Et donc la recherche ici ne bénéficie pas encore d'un système de mesure fiable de ces polluants. Et c'est peut-être la future réglementation sur ces polluants ou la mise en place en tout cas de systèmes de surveillance qui va en retour bénéficier à l'ensemble de la recherche sur ces sujets pour documenter quel est l'effet de cette exposition. Oui, donc un cercle vertueux finalement où la réglementation vient aussi nourrir la recherche académique et vice-versa. Voilà. Donc merci pour ce mot de la fin. Alors on n'a pas reçu de questions, je pense qu'on a été extrêmement clair aujourd'hui, c'est super. Non, je crois que c'est pas prévu comme ça. Alors moi j'en profite parce que du coup j'ai une question. Je sais pas si l'un d'entre vous souhaite répondre, mais notamment par rapport à l'utilisation des produits de consommation courante qu'on peut avoir nous en tant que citoyens, où on va peut-être avoir tendance à privilégier les produits les plus performants. Je pense par exemple aux imperméables qui utilisent les molécules, les perfluorés pour les propriétés déperlantes. Est-ce qu'on a des moyens d'agir sur ces sujets-là? Comment on fait en fait pour finalement nous embarquer tous collectivement pour ne pas utiliser des produits qui sont polluants. Et puis on peut même faire le parallèle avec l'utilisation des voitures dans les zones à faible émission. Mais ça fait écho à la connaissance en fait et d'identifier quel produit contient quoi. Et ça c'est très 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 difficile au niveau individuel. Et c'est entre autres la raison pour laquelle je pense que la réglementation est la solution pour protéger l'ensemble de la population. Oui, sur ce sujet-là, c'est vraiment tout l'intérêt de la loi qui a été votée, puisque là, c'est carrément des familles de produits finis et non pas de pesticides qui sont réglementés. Et effectivement, sur les vêtements imperméables, donc moi je fais beaucoup de randonnées, de vêtements de terrain, donc évidemment, depuis très longtemps, j'ai des vestes, des chaussures avec du Gore-Tex, c'est plein de perfluorés. Et ce sera interdit à la vente au 1er janvier. Donc il y a déjà des entreprises qui ont travaillé, malheureusement plutôt des entreprises américaines, qui n'ont plus de perfluorés sur leurs vêtements. Voilà. C'est pour l'instant à peu près aussi efficace tant qu'on ne les a pas lavés trop souvent. Voilà. On n'arrive pas encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, les perfluorés sont des produits assez extraordinaires. C'est bien pour ça qu'on les retrouve partout. Mais c'est en train de bouger. Et vraiment, là où on va y arriver, c'est vraiment d'interdire des familles de produits finis et non pas des polluants. On le voit parce qu'avec les perfluorés, quand un perfluoré attire trop l'attention et tout, l'industriel va le changer, va le remplacer par un autre. Donc on va découvrir que des années après, qui va être dangereux, il sera à nouveau remplacé par un autre. Donc vraiment, l'intérêt de la loi, c'est vraiment d'avoir travaillé sur les familles de produits finis. Eh bien, merci pour ce mot de la fin. Merci à tous pour votre participation. Alors du coup, vous n'avez pas réussi à... Ok. Donc finalement, comment on valorise en fait les bons comportements des consommateurs. J'essaie de reformuler rapidement parce qu'en plus, on a besoin qu'il y ait de la captation. C'est pour ça que ça devait passer par l'outil, les questions. Oui, je peux peut-être répondre et si d'autres personnes veulent compléter, n'hésitez pas. Mais c'est en effet le fait de récompenser comme ça les gestes positifs pour l'environnement. Ça existe déjà pour certains comportements d'achat par le biais, par exemple, de subventions. On peut voir, par exemple,
dans le domaine des transports. On a ce qu'on appelle le bonus-malus écologique, qui est en fait un système qui fait que lorsque vous achetez un véhicule, plus ce véhicule va être émetteur de CO2. Donc là, c'est vraiment plus basé sur à quel point c'est bon pour le climat ou non, cet achat. Et plus vous allez payer une taxe importante. Mais à l'inverse, plus vous achetez un véhicule qui va être performant en termes d'émissions de CO2, donc qui va vraiment bénéficier à l'environnement parce qu'il va, il va baisser les émissions de CO2, et plus vous allez être subventionné pour cet achat de véhicule. Donc ce genre de mécanisme existe déjà, et il est plus particulièrement concentré pour des gestes d'achat qui vont être très conséquents, parce que typiquement un véhicule, c'est ce qu'on appelle un bien durable que vous allez en moyenne garder une dizaine d'années. Et donc on a mis l'essentiel de ce genre de récompense pour des gestes positifs pour l'environnement sur des comportements d'achat pour des biens que vous allez garder longtemps. Mais c'est vrai que dans d'autres domaines de consommation, on pourrait envisager d'avoir le même type de subvention. C'est les programmes financés par les caisses d'assurance maladie sur le fait de fournir aux femmes enceintes un panier bio toutes les semaines, ça revient un petit peu à ça finalement. C'est une façon de rendre plus accessible et moins cher l'accès à ces produits. Merci Marion. Merci à vous quatre pour ce temps d'échange très intéressant. Et puis merci à tous pour votre attention et bonne journée.